Eh bien voilà, alors du coup, j'ai plus de pendule. Quelle heure est-il? 12h17. Aurélien, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux commencer? Toi qui Ouais, es avec un... grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci, merci Patrick d'organiser ça et d'héberger cet événement de rentrée. C'est important, je pense, qu'on puisse balayer des horaires un petit peu plus pro comme ça, là, sur la pause du midi. Je suis content aussi de partager ça avec Julien. Super. Bon, je me présente rapidement s'il y a des kinés qui ne me connaissent pas ou même des entraîneurs, des préparateurs physiques. Je suis décane adjoint de la Fédé d'haltérophilie musculation, en charge des formations, directeur des formations, et évidemment préparateur physique de métier, avec une appétence pour les différentes modalités et régimes de contraction dans la préparation physique et la réathlétisation. Et du coup, c'est avec grand plaisir que je vais échanger avec Julien, qui va se présenter dans une minute, sur l'isocinétisme un petit peu plus particulièrement, parce que c'est un registre qu'on explore peu, tout simplement parce que jusque-là, on n'avait pas beaucoup l'opportunité de le faire, et c'est bien dommage, on va en parler pendant une heure. Julien. Julien, on te Oui, laisse. bonjour à tous, donc je me présente, Julien Cramet, je suis kinésithérapeute de formation, une spécialité dans la prise en charge du sportif, des sportifs en général. J'ai travaillé pendant 8 ans avec l'équipe de France d'haltérophilie et puis après avec donc de nombreux sportifs de différentes disciplines. J'enseigne aussi en formation initiale et continue, donc à l'école de kiné et en formation continue sur les thèmes de la rééducation du sportif, donc kiné du sport, et de la réathlétisation. Euh, voilà, principalement ce que je fais. Alors peut-être juste en préambule, juste une petite parenthèse avant que Patrick se présente aussi, c'est important que tu y passes aussi. Les deux univers, hein, kiné et préparation physique, sont quand même de plus en plus, sans se mélanger, en train de se rapprocher, en train de se coller un peu l'un à l'autre. Les kinés, de plus en plus, de par leurs prérogatives et de par les réalités du terrain, qui font que de plus en plus affaire à des blessures un peu transversales qui nécessitent une prise en charge commune, se rapprochent des préparateurs physiques. Et puis à l'inverse, avec l'émergence, l'explosion même de la réathlétisation, évidemment, les préparateurs physiques eux aussi font un grand pas vers les kinés, et on trouve tout un tas de méthodes qui vont de plus en plus être exploitées par les deux corporations. Et ces techniques d'isocinétisme sont tout autant de la rééducation fonctionnelle, la réhabilitation fonctionnelle, que de la réathlétisation, que même de la haute performance. Donc c'est vraiment un des thèmes qui rassemble, et c'est pour ça qu'on est tous les deux là. Et puis donc Patrick qui est avec nous, qui va aussi faire un peu monsieur loyal et nous accompagner, parce qu'il est un peu le représentant de la technologie. C'est un peu grâce à ce type d'outils qu'on est capable aujourd'hui d'avoir ces discussions-là au final. Merci beaucoup. Donc pour ma part, Patrick Chouvet, je dirige l'équipe d'eGym en France. eGym, donc c'est une solution de renforcement musculaire digital. Et je me suis retourné tout naturellement vers Aurélien et vers Julien pour essayer de communiquer avec vous. Donc quand on a prévu d'organiser ce webinaire sur l'importance de l'isocinétisme, j'ai pris le parti d'essayer de poser les questions que le kidam moyen peut se poser. Donc, on a beaucoup de grands spécialistes avec nous qui connaissent l'isocinétisme. Et mon objectif, c'est aussi d'essayer d'avoir un discours un peu plus vulgarisé pour le mettre à disposition de tout un chacun. Donc, j'interviendrai au fur et à mesure pour essayer de temps en temps d'apporter une vue d'une personne bien moins pointue que vous pouvez tous l'être. Voilà. Alors, Ok, le sujet du juste un petit jour. rappel sur le mode d'emploi, parce que même si la plupart des gens sont maintenant habitués à l'exercice, vous avez un question-réponse en bas de votre écran qui vous permet de poser des questions. Autant que possible, on va faire la présentation de manière interactive, donc n'hésitez pas. Peut-être que des fois on met un petit peu de temps à les voir, mais n'hésitez pas à les poser, plutôt que d'en converser, qui est plutôt utilisé pour les panélistes, pour les gens qui sont en train de nous écouter pour échanger entre eux. Si vous vraiment voulez nous interpeller, allez plutôt dans les questions-réponses, c'est plus confortable pour nous. Donc, le sujet du jour, la démocratisation de l'isocinétisme donc dans la réhabilitation générale.
et on va découvrir comment cette technologie maintenant est à la portée de tous les cabinets. On essaye de tenir 1 heure, donc là on a commencé déjà depuis un tout petit moment, et on va essayer de terminer sur 13h15. Et j'en profite aussi pour rajouter, donc je m'occupe de la France, mais aussi de la Suisse romande, parce que je sais qu'on a aussi des gens de Suisse qui nous regardent. Donc les participants, on les avait déjà présentés, donc on va passer sur les grandes questions. Alors j'avais listé des questions que tout un chacun peut se poser, donc Aurélien et Julien, bien évidemment, je vais vous laisser intervenir. Les grandes questions, c'est qu'est-ce qu'on va chercher dans l'isocinétisme que l'on ne trouve pas ailleurs? Voilà. Ça, c'est le premier point. Quels en sont les bénéfices, les bienfaits, bien évidemment, par rapport à d'autres modes de travail? Alors, je vous pose et je soulève toutes les questions maintenant. Quand faut-il commencer de travailler en isocinétisme, bien évidemment? Est-ce qu'il y a un moment où il faut s'arrêter ou est-ce que ça n'a plus d'impact? Est-ce qu'on peut faire ça sur tous les groupes musculaires? On a aujourd'hui, nous, pour notre part, une gamme de 16 machines qui nous permettent de couvrir bon nombre de groupes musculaires. Donc, est-ce qu'on peut l'utiliser sur tous? Puis-je le recommander à des personnes d'un certain âge, à des jeunes, à des moins jeunes, uniquement à des sportifs de haut niveau? Et ensuite, parce qu'il faut un à côté à l'isocinétisme, est-ce que l'entraînement fonctionnel est un bon complément à cet entraînement? On voit de temps en temps des circuits qui s'organisent avec quelques machines et avec effectivement du Swiss ball, de l'élastique, comme beaucoup de kinés aujourd'hui travaillent, hein, avec très très peu de choses, entre parenthèses, on fait beaucoup de choses à la main. Et une question que je vais rajouter, est-ce que je peux travailler en isocinétisme sans avoir une machine spécifique là-dessus? Donc, je vous ai lancé plein de questions et Aurélien, je te laisse attaquer. Ok, c'est parti. Ben, on va d'abord peut-être enfoncer une porte ouverte. J'imagine que beaucoup parmi vous savent ce qu'est l'isocinétisme, mais ça peut être intéressant parce que, comme je disais, on ne l'utilise pas tous les jours, donc probablement que beaucoup n'ont pas remis le nez là-dedans depuis l'école de kiné ou depuis qu'ils ont passé un diplôme en sciences du sport. Bon, ISO, hein, voilà, ça vient du grec, hein, donc même, égal, et cinétique, c'est la vitesse, évidemment. Donc l'idée, c'est de contrôler, de prendre le contrôle du mouvement sur une vitesse constante, ce qui va nous permettre de répondre de manière opérationnelle à un principe fondamental de l'entraînement, des niveaux de force. C'est que les gains de force sont spécifiques à tout un tas de modalités d'entraînement. Ils sont spécifiques notamment à l'angle de travail. Ils sont spécifiques notamment à la vitesse et au tempo. Ils sont spécifiques au rythme global du mouvement. Et de fait, si on travaille sans cadre là-dessus, on va avoir un gain qui va se répartir sur l'ensemble du mouvement de manière hétérogène. Et ça va être pareil au niveau du rythme. Et donc, lorsque l'on va appliquer évidemment une vitesse constante, c'est la charge qui va être la charge en kilogrammes qui va de fait s'adapter pour que le mouvement, lui, conserve une vitesse constante en fonction des forces et faiblesses à chaque étage du mouvement, si je puis dire. Et c'est là que ça va devenir intéressant parce que on va compromettre un petit peu la spécificité du travail, puisque évidemment, l'isocinétisme n'est pas une contrainte que l'on retrouve dans la vie de tous les jours, dans une APS ou dans une pratique sportive. Un emballement, excusez-moi. C'est ce qu'on appelle du harcèlement. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc, on va reculer un petit peu sur la spécificité pour gagner en contrôle et en précision dans la charge. C'est là que ça intéresse évidemment éminemment les kinés qui ont souvent affaire à des gens un petit peu plus fragiles, blessés, post-op, etc. Et donc, c'est une prise de contrôle au détriment d'un travail ultra spécifique contre une charge inertielle classique. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher dans l'isocinétisme? C'est la précision et c'est la promesse du résultat lorsque l'on cherche à adresser de manière précise un rythme et un angle de travail.
Donc, je rebondis un petit peu là-dessus, puisqu'effectivement, tu as tout dit, hein, mais je vais prendre aussi le parti de ce qu'on fait quand on ne bénéficie pas de l'isocinétisme, où effectivement, on se rend compte que on va accélérer la charge sur certains secteurs, ou on aura des secteurs où la charge finalement sera trop lourde. Pour nous kinés, là où ça va être vraiment très intéressant, c'est d'une partie quand il y a un secteur angulaire qui va être bloqué ou alors interdit à cause d'une fragilité. Si on prend par exemple les ligamentoplasties post-rupture du ligament croisé antérieur, on sait qu'on a une zone de travail qui est entre 45 degrés et 90 degrés. On va pouvoir travailler donc, par ce mode uniquement sur ce secteur angulaire, puisqu'on sait que la plastie sera trop fragile sur les autres secteurs angulaires. Ensuite, on va pouvoir, par la suite, quand la plastie devient solide, travailler à l'inverse les secteurs angulaires, donc au-delà de 90 degrés et en dessous de 45, puisque forcément, comme on ne les aura pas travaillés à cause de la fragilité de la plastie, ils seront devenus plus faibles finalement dans la course, dans toute l'amplitude finalement angulaire de l'extension et de la flexion de genou. Donc déjà, effectivement, je pense que ça, c'est déjà un des grands bénéfices de ce travail isocinétique, c'est de travailler à vitesse constante, donc développer la charge, mais sur toute une angulation de segments, et également de travailler à la même vitesse, donc de pousser la charge jusqu'au bout avec donc le contrôle. Et le contrôle, par rapport à ce que tu disais, Aurélien, tout à fait, le contrôle, c'est aussi le recrutement des muscles profonds, des muscles stabilisateurs, des muscles que souvent, quand on fait du fonctionnel ou de la vitesse, on sous-utilise. Donc, un petit peu les fondations finalement de notre travail musculaire. Et ça, finalement, on se rend compte que c'est recruté de manière favorisée quand on travaille avec de l'isocinétisme. Pour mémoire, hein, il y a deux types de charges principales dans la vie de tous les jours. Des charges inertielles et puis des charges élastiques. Donc, que les gens comprennent bien ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on utilise une charge inertielle, mettons une barre d'haltérophilie chargée à 40 kg, bon, évidemment, elle pèse 40 kg tout au long du mouvement, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, la force qu'on va être obligé de déployer au cours du mouvement, elle va différer d'abord sur des fonctions de paramètres techniques, évidents, et ensuite parce que je crée du mouvement, et plus je crée du mouvement, et plus c'est facile. Donc, à l'inverse de l'élastique, où plus on va tirer sur l'élastique, et plus il va nous restituer de la force, et donc plus ça va devenir difficile. Donc c'est pour ça que les kinés et les préparateurs physiques, historiquement, travaillent un peu avec les deux. Là, du coup, on est sur une expérience d'entraînement très différente, puisque la machine va nous permettre d'imposer une vitesse constante, quels que soient les niveaux de force qu'on est capable de dégager, et elle va le faire en régulant la charge en kilogrammes qu'elle va nous renvoyer. Donc, c'est une expérience que peu de gens ont finalement vécue. Aujourd'hui, on a peu d'options pour le faire sur le terrain. Et force est de constater que les résultats sont assez spectaculaires, que ce soit dans la réathlétisation, la réhabilitation fonctionnelle ou la performance. Donc, je suis en train de déployer un petit peu le deuxième point, hein. Quels sont les bienfaits et les bénéfices de l'isocinétisme contre les autres modes de travail? Eh bien, ça va être de travailler sur un registre complètement différent, en prenant beaucoup plus contrôle de la charge et du mouvement, donc de manière peut-être un peu plus sécuritaire si on est et précise si on est vraiment sur de la réhabilitation, et de manière à l'inverse beaucoup plus intense, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'endroit où se cacher, on ne va pas pouvoir compenser grâce à de la technique, on ne va pas pouvoir compenser grâce à du mouvement et à de l'énergie accumulée lors du mouvement. Là, la machine va nous rendre très exactement ce qu'on mérite à chaque angle de travail, sur chaque secteur, sur chaque segment du mouvement. Patrick, tu veux peut-être rebondir là-dessus ou on enchaîne, on déploie? Je voulais essayer de vulgariser ce que vous faites, mais vous le faites vraiment très bien, donc je vous laisse continuer. Donc pour moi, c'était important effectivement d'entendre le mouvement constant avec la charge constante. Tu as bien expliqué, effectivement, quand on soulève une barre, il y a un point d'effort beaucoup plus important à faire, et que plus la vitesse augmente, moins il y a d'efforts à faire. Donc là, on maintient la même force sur tout ça.
et qu'ensuite, il n'existe pas aujourd'hui dans la nature, entre parenthèses, de systèmes qui permettent de pouvoir reproduire ce mouvement à charge constante, justement. Alors, la question suivante, c'est quand est-ce qu'on commence à travailler en isocinétisme et quand est-ce qu'il faut arrêter? Là, il y a deux réponses très différentes. Il y a une réponse très protocolée sur le plan kiné que je laisserai à Julien, et une réponse un petit peu plus libre en préparation physique. Donc, quand on est en préparation physique et qu'on cherche à produire de l'isocinétisme, si on veut quand même en tirer parti comparé aux autres méthodes que l'on a vues juste avant, il faut quand même s'adresser à quelqu'un qui est déjà capable de produire des niveaux de contraction élevés, que ce soit donc en termes de recrutement nerveux, que ce soit en termes de nombre de fibres, donc de recrutement spatio-temporel, d'activation de la contraction, mais aussi recrutement des fibres musculaires, et puis enfin technique. C'est-à-dire que concrètement, même si on est sur des machines guidées, sur des mouvements relativement simples, malgré tout, on est exposé à un mouvement qui demande un positionnement technique un peu coaché, un peu accompagné. Et donc, ce n'est pas quand même une méthode de débutant. D'ailleurs, puisqu'on parle d'e-gym, les programmes qui sont proposés gardent quand même ce type de programme pour une deuxième, voire un troisième cycle de travail. On va d'abord faire passer les gens par des rythmes réguliers et des emphases excentriques, mais on montrera quelques exemples tout à l'heure, avant de basculer sur de l'isocinétisme. Et puis enfin, comme la machine va nous renvoyer des niveaux de force en kilogrammes, évidemment, c'est comme tout, si on a des niveaux de force très faibles, on n'aura pas une gamme de charges très importante, et du coup, on se retrouvera assez facilement finalement à faire de l'isocinétisme avec une variation de charge très très faible. Il n'y aura pas des intensités qui nous feront passer des caps comme ça peut l'être sur des gens qui sont un tout petit peu plus expérimentés. En revanche, ça peut arriver très très vite. C'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines d'adaptation, en général, on cible autour de 6 semaines d'adaptation pour avoir quelque chose de transférable et d'un peu plus global, et de quitter la phase d'apprentissage pur. Bon, là, sans surprise, l'isocinétisme déjà produit des effets assez spectaculaires. Et donc pour nous kinés, c'est relativement simple. Effectivement, c'est beaucoup plus protocolaire puisque on pourra utiliser l'isocinétique à partir du moment où finalement la résistance des tissus de nos patients permet ce type de contrainte. Si on prend l'exemple du ligament croisé antérieur, puisque finalement on avait décidé aussi de prendre ça comme exemple aujourd'hui lors de la présentation, on sait qu'il y a des contraintes sur le néoligament, sur la reconstruction ligamentaire faite par le chirurgien, qui sont donc appliquées et qui, des fois, dépassent finalement la résistance de ce transplant. Donc, on a tout simplement des préconisations qui ont été notamment écrites par Van Melik sur les recommandations les plus récentes, c'est 2016, j'ai rien lu de plus récent, mais finalement, on est un peu dans ce goût-là, c'est-à-dire qu'on commencerait à faire de l'isocinétique en chaîne ouverte à partir de la 4e semaine post-opératoire, et donc sur un secteur angulaire qui va du coup de 45 degrés à 90 degrés de flexion de genou. Voilà, ça c'est pour le quadriceps. Et ce serait donc sans résistance pour un DIDT. La première avec résistance, c'est pour les chirurgies de type Kenneth Jones. Voilà, donc pourquoi c'est très très important et intéressant d'utiliser l'isocinétique, c'est que jusqu'à présent, à la 4e semaine, on était toujours sur de la chaîne fermée, donc sur du travail de toute façon en chaîne. Donc, aucune possibilité de travailler directement en analytique le quadriceps qui, entre autres, dans la chaîne fonctionnelle de squat, de fente, par exemple, on ne participait pas ou peu finalement. Là, du coup, on peut avoir par l'isocinétique un travail ciblé en utilisant la chaîne ouverte du quadriceps dès la 4e semaine. Et j'ai oublié dans ma présentation aussi, ça fait partie de mon CV et du coup et de mon palmarès,
j'ai aussi bénéficié de 2 ligamentoplasties très récemment et j'ai pu aussi ressentir moi en tant que patient. Belle performance. Ouais, oui, ouais. Ah oui, en même temps. Je ne sais pas si je l'ai dit, presque non, la rupture, deux ruptures de croisée en même temps. Et donc, j'ai pu voir aussi les limites de cette chaîne fermée, en fait, à gogo et à tout va, qui finalement recrutaient très bien mon grand fessier et mon triceps, qui sont devenus complètement hypertrophiques, mais avec un quadriceps qui faisait pas grand-chose finalement dans la chaîne fonctionnelle. Donc là, c'est vrai que cet intérêt-là, dans un premier temps, c'est que pour nos patients qui ont une fragilité, on va pouvoir limiter le travail à un secteur angulaire. On va pouvoir aussi limiter le travail dans un secteur, je reviens aussi sur le terme, tu utilisais le terme, Aurélien, on ne peut pas se cacher. Effectivement, je crois qu'on parle aussi d'angle mort en rééducation. Donc, ce sont ces angulations finalement où le muscle ne peut plus produire de force. Donc ça, on s'en rend compte chez nos patients post-chirurgie, mais aussi ça peut être lié à la douleur. Voilà, ça peut avoir plein de causes. Et finalement, on voit que sur toute la course, le muscle a des performances inégales. Donc là, c'est encore une fois une très bonne indication. Donc, quand commencer à travailler, c'est quand finalement le patient en est capable, quand la résistance de ces tissus vont pouvoir tolérer les contraintes qui sont appliquées, finalement euh, par l'outil, finalement, par la pression sur la machine, et 2, par les contraintes de cisaillement qui sont produites finalement par la contraction musculaire. Euh, voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question. Euh, voilà, et globalement, j'ai parlé des Kenneth Jones et des DIDT pour le quadriceps, donc qu'on utilise en chaîne cinétique ouverte. Mais on va pouvoir utiliser également l'isocinétique à partir de la 3e semaine sur les ischio-jambiers finalement, et notamment pour le travail excentrique des ischio-jambiers. Et donc, je crois que je réponds en plus à la question qui vient d'être posée. Effectivement, donc pour le quadriceps, on va utiliser et le mode concentrique et le mode excentrique. Les deux seront évidemment utiles. Pour les ischio-jambiers, on ciblera un petit peu le mode excentrique. L'idée, c'est le plus rapidement possible de se rapprocher du ratio normal, puisque je crois qu'on peut rajouter aussi dans la présentation l'aspect préventif, même si les études ne sont pas encore d'accord sur les effets objectifs de l'isocinétique en prévention. Je pense que c'est un peu logique de penser que comment dire, le bénéfice est réel. Et donc, le ratio qui est préconisé, le ratio normal, c'est quadriceps en concentrique sur ischio-jambier en excentrique et il doit être supérieur à 0,8. D'accord, donc, principalement l'ischio-jambier en excentrique et le quadriceps en concentrique, même si finalement, tous modes sont bons sur des muscles qui sont déficitaires et qui ont été traumatisés par une chirurgie ou par un accident. Bon, du coup, tu réponds un petit peu au dernier point, c'est pas grave, on le fait en ordre dispersé puisque c'est forcément lié. L'entraînement fonctionnel est-il le bon complément à l'isocinétique? En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on part toujours de l'entraînement fonctionnel pour aller vers l'entraînement fonctionnel. Hein. Qu'est-ce que l'entraînement fonctionnel sinon l'entraînement du mouvement en chaîne transférable vers la vie de tous les jours? Pour moi, c'est ça la définition de l'entraînement fonctionnel. Et donc, effectivement, à un moment donné, l'isocinétique va nous permettre de cibler le travail et de varier le travail en chaîne qui était jusque-là assez limité, et donc va nous permettre de faire des allers-retours comme ça avec l'entraînement fonctionnel, que ce soit dans la préparation physique sur des gens qui ne sont pas ou peu blessés, ou en réhabilitation fonctionnelle. Très bien, c'est très clair. Petite question par rapport au groupe d'âge concerné. Est-ce que ça concerne absolument tout le monde ou est-ce qu'il faut faire attention à partir d'un certain âge? Bah, finalement, ça renvoie un peu aux problématiques de peur de l'excentrique dans l'imaginaire collectif, comme si les enfants ne faisaient pas d'excentrique, par exemple, ne sautaient pas en contrebas, ne faisaient pas chat perché, ne faisaient pas tout ça, n'avaient pas des courses freinées hyper intenses pour gagner un caramba. En fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que la charge qu'on va appliquer doit être
proportionnelle à la capacité des tissus, hein, c'est ce que nous rappelait Julien, que ce soit sur finalement quelqu'un de sain ou pas. On a cette limite opérationnelle qui, du coup, en l'occurrence, devient extrêmement facile à cerner puisqu'elle est cadrée par la machine. Donc, on pourrait effectivement exposer des jeunes athlètes. Bon, alors c'est quand même rare d'avoir une ligamentoplastie à 8 ans, hein, mais bon, la question porte de manière plus évidente sur les adolescents qui se blessent de plus en plus jeunes, puisqu'ils sont exposés quand même à des niveaux de performance de plus en plus élevés par l'augmentation du climat compétitif dans la pratique sportive, hein. Donc effectivement, on peut avoir des protocoles comme ça. Julien va répondre sur la kiné, mais sur l'entraînement, on sait que l'incursion de la musculation se fait de plus en plus tôt quand elle est faite de manière maîtrisée. Et là, en l'occurrence, tout est cadré de manière extrêmement sécuritaire, hein, avec des machines comme ça. On peut même jusqu'à cadrer l'angle de travail et cibler l'angle de travail en fonction de la mobilité. Donc, on est quand même pas très contraint. La question qu'on doit se poser en entraînement, en préparation physique, hein, je laisserai Julien répondre sur la kiné, mais c'est quelle priorité dans les contenus. C'est-à-dire qu'effectivement, plus les pratiquants sont jeunes et plus ils ont autre chose à faire qu'un mouvement simple isocinétique sur une machine. Ils doivent développer leur pattern moteur, ils doivent développer leurs habiletés techniques les plus variées possibles, évidemment. Si ce sont des footballeurs, par exemple, ils ont plus fort à faire du football que de la musculation simple. Ça viendra en temps et en heure. C'est plutôt ça qui va nous guider dans nos choix que l'inverse. On a Patrice qui nous demande si le ratio diffère selon les sports. Donc, ouais, je pense que j'ai une réponse pour ça. Donc, effectivement, le ratio diffère selon les sports, puisque en fonction des préférences motrices, on va développer quand même plus le quadriceps que les ischio-jambiers. Donc, ça, c'est ce qui va être fonctionnel, ou en tout cas suprafonctionnel. Moi, j'aime bien le terme suprafonctionnel quand on parle d'un mouvement sportif. Donc, on va forcément développer des déséquilibres. On peut prendre l'exemple du lanceur, par exemple, hein, qui a un ratio. Le ratio sur l'épaule des rotateurs médiaux par rapport aux rotateurs latéraux est de 1,3 en moyenne chez, on va dire, le sédentaire ou le sportif moyen. Chez les lanceurs, il peut se décaler jusqu'à 2, à savoir donc 2 fois plus de rotateurs médiaux que de rotateurs latéraux. Mais on considère quand même qu'au-delà de ce ratio, donc au-delà de 2, on a un vrai facteur de risque finalement de pathologie de coiffe des rotateurs, entre autres. Ce qui prouve bien finalement que l'intérêt en préparation physique, c'est bien justement de rééquilibrer et de conserver ces ratios, puisque quel que soit le sport, plus on s'éloigne du ratio, plus on crée une fragilité, un déséquilibre, hein. Nous, en tant que kiné, on relie souvent le déséquilibre à la fragilité. Et donc, même si, encore une fois, je le répète, pour ceux qui aiment bien les études scientifiques, on ne peut rien prouver sur la prévention et sur le côté préventif de l'entraînement, de la préparation physique ou de la kinésithérapie, il y aurait quand même, malgré tout, un réel intérêt à équilibrer les ratios. Voilà, j'espère que la réponse est satisfaisante. Aurélien, tu as aussi… Non, je suis complètement d'accord avec ça. Et effectivement, jusque-là, le problème des ratios, c'est qu'on peinait un peu à les évaluer sur le terrain aussi, parce que malgré tout, les machines ne sont pas constantes entre elles et sont pas, les mouvements sont parfois compliqués à isoler. Alors, on prend toujours le ratio quadri-ischio, hein, mais le problème, c'est que ce raisonnement-là, comme tu le disais, il se décline sur tous les étages articulaires. Et donc, c'est là que ça devient assez intéressant, cette arrivée d'acteurs comme eGym, parce que à la question quels groupes musculaires sont concernés, jusque-là, par défaut, on était concentré quand même sur la flexion-extension du genou, donc c'était assez limité. Un peu quand même sur les épaules. Il y avait quelques machines très très chères pour faire de la presse. On arrive quand même à faire un mini-circuit isocinétique si on a beaucoup d'argent. Mais c'est pas ce qu'on appelle, c'était pas ce qu'on appelle une approche quand même exhaustive du mouvement humain et de tous les groupes musculaires. Là,
enfin, Patrick, tu me diras si je dis une ânerie, mais il y a presque une vingtaine de machines qui sont disponibles. Donc, on se rapproche des fabricants conventionnels, classiques, en termes de parc de machines. Et du coup, là, on va être capable de cibler quasiment tous les groupes musculaires et de les comparer entre eux, du coup, pour des coûts qui sont dérisoires comparés à ce qu'on avait jusque-là, quoi. Quand je dis dérisoire, c'est littéralement 10 fois moins cher. Alors, si tu as dit une bêtise, ça me fait plaisir de te le dire, parce que tu n'en dis pas beaucoup souvent. On a seulement 16 machines. Tu as dit 20, donc... Je suis toujours un peu enthousiaste. Moi, j'avais un espèce de 18 en tête. Je sais pas. Peut-être que j'ai des prototypes que j'ai aperçus. Ou ceux que tu aimerais avoir, peut-être. Ceux que j'aimerais avoir, peut-être là. Voilà. On a une question assez complète, donc je pense que tu l'as vu, Julien. Je te laisse y répondre. Ouais. Donc, dans le cadre d'une recherche de performance, ok. Bon, je pense que là-dessus, Aurélien, il peut aussi peut-être apporter des éléments. Ouais, attends, je la lis. Ouais. Je viens de la voir. Ouais. Il ne faut pas opposer. C'est une question hyper pertinente. Aurélien. Attention, vous m'entendez bien, ouais. Oui, on s'entend très bien. Je t'interromps. Ce que je te propose, parce que je pense que tout le monde ne lit pas la question, donc je veux bien que tu lises la question pour y répondre. Bien sûr. Et oui. Je vous rappelle qu'il faut toujours bien afficher dans les questions-réponses, comme ça vous êtes sûr que nous, on les voit. Et par ailleurs, si vous voulez lire les questions, vous avez accès aux conversés et aux questions et réponses dans votre panel en bas de l'écran. Mais je vais vous la lire néanmoins. Dans le cadre d'une recherche, donc c'est David Chabot qui me demande ça. David, que je connais très bien, puisque c'est un collègue à l'haltéro. Dans le cadre d'une recherche de performance gestuelle sur barre olympique, où les régimes de contraction s'enchaînent, concentriques, excentriques, pliométriques, et dont une des composantes de la performance réside dans la capacité à maîtriser cet enchaînement de contractions dans une gestuelle globale et complexe, en quoi l'isocinétisme peut-il être indiqué? Eh bien, effectivement, il faut absolument pas opposer, et ce n'est pas du tout l'objet de la discussion, l'entraînement fonctionnel absolu, qui est un mouvement d'ensemble comme l'haltérophilie peut l'être, que ce soit l'arraché ou l'épaulé jeté, où on va transférer de la force du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, et un petit peu à la manière d'un tuyau, on ferait passer la force qui serait de l'eau, et il faudrait que ça fuit nulle part. Okay, c'est un peu ça l'idée, et pour ça, on va s'appuyer effectivement sur des régimes de contraction enchaînés, à peu près tous. Et donc, dans cette description-là, évidemment, on ne retrouve pas un mouvement à vitesse constante, justement, avec l'inverse, une charge variable qui va nous permettre de neutraliser le mouvement. Ce qu'on va faire là, avec l'isocinétisme, c'est prendre justement le contrôle de cette charge inertielle pour pouvoir explorer les zones où, quelque part, d'un point de vue contraction musculaire, on va tricher en haltéro. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé ce momentum, là où on peut carrément s'appuyer sur la barre et tourner autour, se glisser en dessous, là, du coup, potentiellement, il y a beaucoup moins de forces qui sont appliquées, et du coup, sur certaines zones et certains angles de travail, on ne dégage pas des niveaux de force hyper élevés. Donc, ça va nous permettre d'aller explorer certains segments de mouvement et de les adresser de les challenger de manière beaucoup plus intense. C'est logique en réhabilitation fonctionnelle, c'est évident. C'est-à-dire que là, on est sur des gens blessés, donc il va falloir à un moment donné prendre un maximum de contrôle. Mais ça va nous permettre aussi de passer des caps de force pour des gens qui font des mouvements beaucoup plus complexes et qui n'ont pas forcément des problématiques de rééducation. Donc l'un n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire qu'on va faire à un moment donné une incursion guidée et extrêmement maîtrisée sur certains mouvements cibles, soit pour rééquilibrer des ratios de force, soit pour travailler sur des angles très spécifiques, à des vitesses très spécifiques, mais tout ça toujours au service à un moment donné d'un mouvement complexe. Donc il va falloir y revenir. Tout ça se combine sans hésitation.
Et effectivement, ouais, je vais juste rebondir un tout petit peu, c'est que quand on utilisera justement cette vitesse lente sur certains segments où justement, comme Aurélien disait, on va tricher un petit peu, on va compenser parce que finalement, c'est souvent par manque de structure profonde, de musculature, de structure stabilisatrice. En fait, c'est les muscles profonds tout simplement qui ne font pas leur travail sur certains secteurs angulaires, ce qui fait que pour produire de la vitesse, ça va, on est à l'aise, mais que pour conduire, contrôler la charge sur cette angulation et sur tout le mouvement, ça devient compliqué. Donc ça, c'est déjà une solution qui sera offerte par l'isocinétique. Et en plus, on peut, je crois, pareil, Patrick, tu me dis si je me trompe, mais on peut aussi alterner donc, les modes concentriques et excentriques au cours du mouvement. Et on peut faire varier la vitesse du mouvement. Par exemple, si on prend l'haltéro, on sait que la vitesse, en tout cas de déplacement de la barre, n'est pas identique du début à la fin du mouvement. On alterne des phases lentes, des phases rapides, et on peut travailler par exemple à 30 degrés secondes et jusqu'à 240 degrés secondes en isocinétique, ce qui permet de faire varier la vitesse, de travailler à une certaine vitesse, donc une partie du mouvement, et à une vitesse plus élevée, une deuxième partie du mouvement, éventuellement en alternant le mode concentrique et excentrique. Donc je pense aussi pour ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Tout à fait. On a une question de Fabienne qui nous pose pour travailler post-opératoire sur des ligaments croisés antérieurs, quelle vitesse utiliseriez-vous et dans quel ordre? Alors, donc tout dépend évidemment de la phase dans laquelle on est. Donc, on a dit, et finalement, c'est assez récent, avant, on était vraiment tout chaîne fermée, il ne fallait pas faire de la chaîne ouverte avant 6 mois. Donc là, à partir de la 4e semaine, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut commencer la chaîne ouverte. Donc, on préconise une vitesse qui est à 90 degrés secondes, donc c'est plutôt une vitesse lente. Euh, et ensuite, l'idée, ça serait de se rapprocher pour la contraction quadricipitale d'une vitesse plus rapide, qui serait de l'ordre des 120 degrés secondes jusqu'à 240 degrés secondes. Donc, on va plutôt aller donc, dans une. Alors, je parle vraiment là de la deuxième phase de rééducation. Donc, on est passé 3 mois. À partir du 3e mois, donc, on augmentera la vitesse de contraction concentrique sur le quadriceps pour s'approcher de 120, puis de 240. Et en excentrique, pour les ischio-jambés, ça sera vitesse très lente, 30 degrés secondes, parce qu'on est vraiment donc dans le contrôle finalement de la contraction quadricipitale explosive. Donc voilà ce qui est préconisé en tout cas pour le LCA. Donc dans quel ordre? On travaillera donc en même temps le travail concentrique du quadriceps finalement et excentrique, et principalement excentrique sur les ischio-jambiers, puis petit à petit, on alternera les différents modes de contraction. Très bien, je te remercie. Julien, donc la grosse question que tout le monde se pose, pourquoi est-ce aussi compliqué de l'utiliser et quels sont les freins à l'utilisation? Alors, on a effectivement, et donc je réponds un petit peu, on a une histoire de coût de machine, tu l'as mentionné tout à l'heure Aurélien, on a une histoire d'encombrement, et souvent les machines se limitent à un seul membre. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Oui, il y a aussi quand même le fait que ce soit l'apanage de gens qui sont formés sur ces machines, parce que comme c'est bien représenté sur ton dessin, il prend de la place, mais en plus de ça, il y a effectivement des problématiques de réglage et d'exploitation du logiciel qui se posent aussi, qui ne sont pas négligeables. Bon, par exemple, je ne suis pas formé sur ce type de machine, je ne serais pas capable demain de la faire tourner comme ça instantanément. Ce n'est pas plug and play. Donc c'est vrai que tout ça, ce sont des freins forts qui font qu'on n'était quand même pas dans la démocratisation de ce type de technique non plus. Tout à fait. Donc, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, les machines que l'on propose vont avoir différents modes de travail. Donc, on a effectivement l'isocinétisme, mais on a aussi l'excentrique, le concentrique, on a de l'adaptatif, donc c'est pour justement, je pense que tout le monde connaît, mais ce que l'on peut effectivement vulgariser là-dedans, c'est lorsque l'on fait sa dernière rep sur un membre développé couché, c'est la personne qui vous assiste à vraiment continuer le mouvement, donc là, la machine s'en charge. Quelque chose qui est génial aussi, c'est de pouvoir travailler en explosif, même avec de toutes petites charges, comme de très grosses charges.
Et chacun de ces mouvements peut être, avant toute chose, validé entre parenthèses par un test de force maximale qui va s'effectuer avant de commencer. Donc là, ça apporte vraiment une sécurité et on a une jauge qui permet vraiment de s'adapter à la personne qui est assise sur la machine. Ça nous permet de gagner pas mal de temps aussi dans le calibrage de la machine parce que du coup, par défaut, elle nous fait une proposition en fonction du nombre de répétitions, qui est en général pas très loin de la vérité. Donc le coach ou le thérapeute n'a guère qu'à ajuster un tout petit peu la charge juste après. La machine est pré-réglée directement, on va vous montrer après quelques vidéos, mais est pré-réglée directement spécifiquement pour le patient ou pour le sportif. Donc c'est vrai que ça fait quand même gagner pas mal de temps, c'est assez confortable, ça permet de se concentrer sur l'interaction avec le patient. Ah, et comme je suis, en général, je réponds aux questions trop tard ou trop tôt, je reviens sur les freins, parce qu'il y en a un qui me paraissait important aussi, c'est le temps de l'installation et des réglages de la machine. Je crois pas que c'était précisé, et où ça prend un temps fou à chaque fois d'installer le patient sur les machines d'isocinétique habituelles. Et donc voilà, effectivement, c'est à prendre en compte finalement sur le temps de séance, tout ce qui va être installation du patient. Donc là, et tu fais bien d'en parler, effectivement, on va pouvoir régler la machine pour le patient. Une fois qu'on a réglé déjà sa position sur la machine, ce qui a beaucoup d'importance, et tu en parlais tout à l'heure par rapport aux angulations, on va pouvoir spécifier un point de départ et un point d'arrivée, donc une course et un angle maxi. Et lorsque la personne va vouloir s'entraîner, entre parenthèses, en autonomie, elle aura juste à s'identifier avec son petit bracelet RFID sur la machine. La machine s'adapte exactement à sa position et à l'angle que vous avez défini. Ensuite, vous allez pouvoir revenir, fonction des progrès de la personne, d'augmenter l'angulation de 2, 3, 4 degrés, etc. Donc ça a ce côté très, très, très pratique, effectivement. Donc 5 modes de travail, une machine qui se règle une fois pour toutes et que l'on peut ajuster là derrière. Est-ce que tu veux en profiter pour faire voir des vidéos, Aurélien, ou... Oui, c'est l'occasion. On peut peut-être justement montrer les réglages. Si tu prends la vidéo 1, réglage machine, on va voir Julien qui règle justement sur les ischios. Est-ce que vous la voyez? Voilà, parfait. Donc effectivement, très très rapidement, de manière assez intuitive, on arrive à exploiter le logiciel qui est quand même assez dans l'air du temps, on va dire, avec un minimum d'informations, droit au but. On a 3 ou 4 niveaux de réglage selon les machines et qui nous permettent directement de positionner notre patient. Et voilà, c'est fait une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que si on a 3 ou 4 patients qui tournent sur une même station, sur un même atelier, ou si on a organisé, comme c'est le cas ici, les machines en circuit, et ben, du coup, ils vont pouvoir immédiatement, en bipant leur bracelet RFID ou leur carte RFID en fonction de ce qu'on a pris, retrouver tout de suite leur réglage. Donc, c'est vrai que c'est un gain de temps et d'autonomie et de sécurité. Alors, il est à noter que les réglages que Julien effectue, c'est bien parce que c'est Julien, mais sinon c'est au thérapeute de s'en occuper. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc là, directement, il enchaîne avec le mode justement isocinétique. Donc, un élément important qu'on n'a pas encore abordé, c'est et qui répond aussi un petit peu à la question de David tout à l'heure, c'est le monitoring de la contraction. C'est-à-dire que là, on va avoir, là, Julien justement fait une contraction extrêmement constante, un rythme et un engagement extrêmement constant. Et du coup, on peut, nous, en tant que coach ou thérapeute, demander justement tel ou tel dessin pour cibler tel ou tel rythme, tel ou tel angle de travail. Et on va demander un dessin plutôt en cloche ou plutôt avec justement un creux à un moment donné si on souhaite faire un décrochage. En fait, on fait exactement ce qu'on veut puisque immédiatement, on a un retour visuel sur ce qui se passe. Donc là, dans le premier exemple tout en haut, vous voyez quelqu'un qui maîtrise moins son mouvement que Julien et donc qui a justement un dessin de courbe beaucoup plus
beaucoup plus cisaillé, avec beaucoup plus de dénivelé, beaucoup moins de constance. Et un des indicateurs de progrès, justement, c'est la capacité à reproduire les mêmes niveaux de tension sur répétition après répétition. Et c'est aussi un feedback pour le thérapeute qui me paraît hyper important. Alors, une chose que l'on n'a pas mentionné parce qu'on est des habitués et qu'on a de temps en temps du mal à se positionner de votre côté, le petit chemin que vous voyez sur les écrans avec les billes à l'intérieur, la bille blanche représente en fait votre mouvement sur l'amplitude et sur la vitesse. Et en fait, l'objectif va être d'essayer d'aller manger ces petites pièces tout au long de la courbe, ce qui va vous donner une vitesse de mouvement et une amplitude à respecter. Et donc, dans la partie isocinétique, la bille blanche circule dans un couloir qui, elle, est le parcours idéal que la machine vous demande de réaliser. Et lorsque vous êtes au-dessus ou en dessous, effectivement, vous ne validez pas, entre parenthèses, votre exercice. Est-ce que tu as fait une vidéo là-dessus, justement? Oui, on va continuer à montrer un petit peu cette qualité de mouvement, justement, sur une deuxième vidéo, notamment sur la machine à quadriceps. Donc voilà, hein, toujours une petite étape préalable. Bon, évidemment, on nous voit régler nous-mêmes nos machines. Hein. On est assez autonome sur la chose. Et donc, voilà, le feedback me propose un chemin. Je ne suis pas obligé de le suivre, mais l'idée, ce serait de l'allumer toujours en jaune. Mais vous voyez que je peux dessiner des choses totalement différentes en fonction du rythme que je vais imposer et de la qualité de mouvement que je vais appliquer dans l'exercice. Donc là, j'ai volontairement dessiné des choses extrêmement variées. Et du coup, là aussi, plus on acquiert de l'expérience sur la machine, plus on sait ce qu'on cherche à accomplir, et plus on va pouvoir demander un tel ou tel type de dessin à notre patient. Et là encore, on va gagner en qualité et en engagement, répétition après répétition. Donc là, je vous ai mis la vidéo numéro 3 sur le ciblage angulaire. Donc voilà, typiquement sur un mouvement où je commence à demander des dessins beaucoup plus précis, et ben, je vais pouvoir, vous voyez, demander de travailler sur un angle très précis. Donc là, je rajoute volontairement de l'engagement dans mon mouvement au moment où j'amorce la flexion de genou, donc évidemment avec un versant excentrique beaucoup plus fort. Si je suis assez fort, je peux même aller challenger la machine jusqu'à presque de l'isométrie. Et du coup, ça va se dessiner avec un décrochage à un moment donné. On va vraiment dessiner une montagne, un pic, dans la deuxième phase du mouvement. Et donc, ça va me permettre de coacher. Si vraiment, spécifiquement, j'ai détecté qu'il y avait une faiblesse à cet angle-là, sur ce régime de contraction-là, et ben, ce feedback spécifique va me permettre de l'adresser de manière extrêmement précise et en termes de kilogrammes, puisque du coup, on va pouvoir donner un objectif au patient. On va lui dire, ben voilà, tu vas viser 130 kg sur cet angle spécifique à ce moment-là. Donc ça, c'est full eccentric quads. Donc là, c'est une autre exploitation de l'exercice, de la machine, c'est-à-dire que ce que disait Julien tout à l'heure, c'est que en fonction des moments de rééducation, on va pouvoir travailler uniquement sur de l'excentrique aussi. Hein. C'est pas parce que le chemin qui nous est proposé, vous le voyez au départ, est systématiquement concentrique, parce que la machine nous fait une proposition très généraliste, qu'on est obligé de la suivre. Nous, en tant que thérapeute ou coach, on a la main complète là-dessus, et donc on peut aller en dessous sur la phase concentrique. Vous voyez que je l'annule, puisque si je me déplace très doucement, alors la machine me donne 0 kg de charge. Par contre, si je freine au maximum, là, je peux aller bien au-delà de ce qu'elle préconise en termes de couloir d'excentrique, en termes de couloir de force, et donc faire une vraie exploitation purement excentrique. Hein. C'est un de mes anciens élèves, David Pellier, qui a imaginé ce détournement de cette machine-là. Et ça nous permet effectivement d'aller challenger les sportifs de manière hyper intense en excentrique, ou alors les gens qui sont blessés de manière hyper précise en excentrique, en enlevant complètement la phase concentrique du mouvement, ce qui est évidemment
plus compliqué sur la plupart des dispositifs à charge inertielle où on choisit nos plaques, où on met des disques sur une machine. Évidemment, on ne peut pas comme ça spontanément passer du concentrique 0 à de l'excentrique tous azimuts. Donc là, on est sur. Donc Julien nous fait voir du full excentrique sur du ischio, les ischios, pardon. Ouais, je vais peut-être te laisser commenter un petit peu, Julien, du coup. J'ai pris le micro, là. Oui, c'est le même principe hein, que ce qu'on avait tout à l'heure sur les quadriceps, sauf que pour le coup, on voit que c'est la première partie de courbe en concentrique à vitesse lente, mais je ralentis pas autant que toi puisque la courbe monte un petit peu. Et puis on voit le décroché de la courbe aussi. Alors encore une fois, moins spécifique d'un point de vue angulaire, puisque toi, on voyait qu'il y avait un gros décroché sur le début de mouvement où on s'approchait de l'isométrique. Là, pour le coup, on est quand même. Moi, du coup, sur cette vidéo, je décroche beaucoup moins. Et donc, j'essaye de freiner sur une plus grande partie de mouvement, de manière plus homogène. Donc, voilà. Très bien. Et on va terminer donc sur tempo et contraste ischio. Hop, je la retrouve. Elle est ici. Et c'est parti. Et Fabienne, donc j'en profite. Fabienne nous demande si on utilise toujours les deux jambes. On peut travailler bien évidemment. On fait très exactement ce que l'on veut, absolument. Exactement. On peut faire le test de force de manière isolée sur une seule jambe. On peut faire le test de force sur les 2 jambes en course complète ou partielle. On fait ce qu'on veut et ensuite, du coup, une fois qu'on a réglé la machine, évidemment, sur une modalité, on s'y tient. Sinon on va se retrouver trop fort si on travaille d'un seul coup avec les 2 jambes alors qu'on a fait le test de force avec une seule, c'est évident. Mais absolument, oui, on peut isoler le travail. Tu veux remontrer la vidéo du coup parce que si tu veux que je commente un peu la dernière. Pardon, Non, excuse-moi. pas de souci. Non, mais faut que je la retrouve. C'est pour laisser la fin de la réponse d'Aurélien qui était plus qu'intéressante. Mais du coup, comme la vidéo en même temps qui tournait illustrait aussi la variation des tempos. Ouais, alors si vous Nous la me remettre laissez rapidement, sinon. une petite seconde, il faut que Parce qu'en j'arrive. plus, Alors, je ne veux pas le partager. on n'avait pas le même graphisme aussi sur le feedback. C'est vrai que l'intérêt du feedback sur ces machines-là est quand même génial, quoi, parce qu'en temps réel, on a un indicateur. C'est comme si on avait presque on a une RM instantanée, quoi. C'est quand même incroyable. Et donc, on peut réguler le niveau de force. Et là, donc, on était sur du contraste avec. On le voit sur une première partie de courbe où finalement la pente est très raide. Donc en fait, on est à vitesse plus importante sur la partie concentrique. Et on voit que la deuxième partie de la courbe, une fois qu'on est en haut, elle est beaucoup moins raide, hein, la pente diminue. Et là, donc du coup, on cible sur la partie excentrique. Euh, donc à vitesse beaucoup plus lente, quoi. Donc c'est exactement ce qu'on va rechercher, notamment dans la prévention du croisé. C'est une partie de mouvement concentrique qui va être très rapide et une partie freinatrice, donc excentrique, deuxième partie de mouvement, qui sera donc ralentie. L'intérêt des tempos, hein, Aurélien notamment en parle très largement dans ses communications et on sait qu'on peut très largement s'en inspirer. Là, en tout cas, c'est un exemple d'utilisation concrète et facile, pratique finalement de ces tempos et de ces contrastes de charge et de vitesse. Alors, nous avons une question de Clément qui nous demande, et donc là, je vais vous laisser répondre parce que je n'ai pas la réponse. Quelles sont les principales différences entre vos machines qui paraissent beaucoup plus récentes et d'actualité et les biodex que l'on voit beaucoup plus fréquemment? Julien, je pense que c'est toi qui peux peut-être nous répondre là-dessus. Donc il y a plusieurs différences, hein. Les biodex, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, ont été développés sur trois articulations, donc 6 groupes musculaires, avec un bras hein, qu'on peut changer, qu'on peut moduler pour faire le genou, donc ischio-jambier, quadriceps, l'épaule, rotateur médio, rotateur latéraux, donc à chaque fois en plus dans un seul plan, et le rachis.
flexion et extension. Donc ça, effectivement, ces machines-là ont été développées pour ça jusqu'à à ce que je sache, pardon, il n'y a pas d'autres groupes musculaires qui peuvent être explorés. Maintenant, la différence, ça va être notamment aussi le volume et la place que ça prend, le poids des machines. Un biodex, c'est beaucoup plus encombrant et ça pèse beaucoup plus lourd. Par contre, il y a la possibilité sur les biodex de tracer certaines courbes et faire de l'évaluation qui jusqu'à présent ne sont pas forcément possibles sur ces appareils-là, qui sont plutôt des appareils de rééducation, donc du coup plus que des appareils d'évaluation. Après, une grosse différence, c'est le coût aussi, hein, parce qu'un biodex coûte à peu près 10 fois le prix d'une machine, en tout cas pour un groupe musculaire concerné. Et puis voilà, et puis donc c'est aussi surtout l'interface informatique qui permet donc de tracer les courbes et d'avoir des évaluations qui sont standardisées et utiles notamment aux chirurgiens. Donc ça ne remplace pas en tout cas ces machines-là, donc Biodex et Cybex. Ça n'a pas vocation à les remplacer, mais plutôt à être un complément notamment pour de la rééducation plus que pour de l'évaluation. Donc on peut faire de l'évaluation, hein, mais du coup pas de l'évaluation chiffrée et standardisée Oui. On comme est sur possible. quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup Voilà. plus terrain, de beaucoup moins axé recherche. Voilà, et puis beaucoup moins Pratique, cher. Ouais, beaucoup plus pratique. utilisable, C'est facilement utilisable. c'est un peu comparer des poires et des patates, hein, mais bon, concrètement, c'est ça, c'est fonctionnel, c'est opérationnel tout de suite, quoi. Il y a pas de... Ouais. Voilà. Donc là, j'ai tracé un petit, je vois l'heure qui tourne, un petit récapitulatif donc des capacités de ces machines. Les objectifs, c'est pour de la rééduque, de la réathlétisation, de la préparation du soin. Comme vous l'avez tous les deux très très bien mentionné, c'est une grande facilité de prise en main par le thérapeute, une grande motivation pour l'utilisateur, il voit exactement où il en est. On a 18 machines, donc Aurélien, toutes mes excuses, je disais 16, je disais 20, coupons la poire en deux et restons Allez, sur ça marche. ça marche. Donc là, on a mis les principales en présentation, hein, que ce soit l'extension de jambes, les ischios, la presse à jambes, développé assis, etc. Mais on a bien d'autres positions. Et si je ne vous dis pas de bêtises, voilà. Si vous souhaitez nous voir, nous rencontrer, donc Aurélien, toi, tu es le créateur de Fit Station à Charenton. Tu utilises les machines gym, donc on te voit très souvent sur tes postes, que ce soit par Fit Station ou que ce soit pour toi lors de tes prépas. Donc vous pouvez aller là-bas in situ voir tout ça. Si vous scannez le petit QR code, vous allez tomber sur une page eGym, vous rentrez vos coordonnées, on vous rappellera tout de suite. Et nous serons aussi présents au stand Réeduca. Donc là, vous pourrez vous asseoir sur les machines, les essayer, jouer avec. Vous verrez les 5 modes d'entraînement différents. Et on ne vous a pas tout dit, les machines font encore plein de choses. Assez parlé de moi, on a une question qui est: est-ce que tu l'as vu passer Est-ce que vous l'avez vu passer? Moi, j'ai vu un truc sur la cheville, mais je ne le retrouve pas. Normalement, on peut bosser avec 18 positions différentes sur les chevilles, par exemple. Ça, c'est la question. Et j'avais aussi une question par rapport au tai chi. Et je n'arrive pas à... Oui, je l'ai vu tout à l'heure, la question sur le tai chi. Je sais pas J'ai pourquoi proposé il une est... réponse, ouais. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et donc, je disais que le tai chi, donc le travail isocinétique de type tai chi était un travail fonctionnel, isocinétique fonctionnel, et qu'il était complémentaire du travail isocinétique à la machine qui a plus vocation d'être analytique. C'est la même réponse au fond que pour l'haltérophilie. Ouais, C'est pas l'un ou l'autre. c'est complémentaire. Ouais, Absolument. je pense aussi. Eh bien, écoutez, messieurs, je crois qu'on a été pas mal. Il est 13h16 minutes. On a tenu parole. Ça, c'est ce qui s'appelle le respect des engagements. Tout d'abord, merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir éclairés. Vous avez effectivement un discours et vous, voilà, c'est votre profession. Moi, je suis un vendeur. Chaque chose à sa place. Toujours est-il, c'est que ces machines sont super intéressantes. Vous l'avez mentionné à nouveau. On reste disponible et à votre disposition pour vous rencontrer. Si vous voulez voir les machines, vous allez soit chez FitStation, soit venir nous voir à Réduca. Mais on se déplace aussi de partout en France.
Donc, merci mille fois à vous. Et puis, à très bientôt. Bonne fin de journée, ouais. Bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Bonne Merci. fin de journée à tous. Merci à Au vous. revoir.